Bien, bonjour à tous. Je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à ce congrès. Je vais vous faire une présentation donc, sur le thème mémoire-identité après un traumatisme complexe. Une question qui va se dégager un petit peu de la question de la guerre d'Algérie et qui va se positionner à partir de la place du chercheur en sciences cognitives et qui s'intéresse à la mémoire humaine, la mémoire plutôt individuelle dans ce cas-là, et les traces de cette mémoire sur notre identité personnelle, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes confrontées à des traumatismes. Je vous montrerai plusieurs études qui ont traité de certains traumatismes plutôt individuels et de quelques études qui sont intéressées à des traumatismes plus complexes comme les traumatismes de guerre. Alors, mon domaine de spécialité, c'est la schizophrénie, donc je suis psychiatre, je m'intéresse à la schizophrénie et j'essaie de comprendre comment des perturbations de la mémoire autobiographique, je vais définir ce que c'est, permettent d'expliquer les perturbations de l'identité personnelle qui peuvent exister chez les patients atteints de cette maladie, puisque ça fait partie des symptômes assez caractéristiques de cette maladie. Vous allez me dire, quel est le lien avec notre présentation ? Eh bien, l'articulation entre mémoire et identité nous permet justement, des mécanismes qui ont été décrits chez des sujets sains et chez des personnes confrontées à des traumatismes, nous permet de comprendre comment justement ces deux entités sont intimement liées. La mémoire autobiographique, donc, c'est cette forme de mémoire qui concerne tous les événements que nous avons vécus personnellement. C'est en gros le stock des expériences que vous avez enregistrées depuis votre plus jeune âge et qui, d'une certaine façon, contribuent à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Si on vous retirait votre mémoire, vous manqueriez de matériel pour vous définir, pour expliquer qui vous êtes, pour vous raconter aussi dans une histoire. Et donc, il y a tous ces événements que nous avons traversés contribuent à notre mémoire. Et bien évidemment, il y a des événements plus marquants qui peuvent nourrir notre identité, c'est-à-dire des événements qui ont été structurants de notre vie, des événements marquants, chargés émotionnellement, comme vous le voyez ici, que j'ai coloré un peu aux couleurs du congrès d'aujourd'hui. Donc, un événement comme un mariage, par exemple, est un élément marquant qui va structurer un peu notre identité et qui est un de ces jalons importants des événements que nous avons vécus. Et comment les chercheurs peuvent examiner finalement ces liens entre identité personnelle et mémoire autobiographique ? Eh bien, il y a plusieurs types d'études et une première qui est assez séduisante, je trouve, c'est l'étude du pic de réminiscence. De quoi il s'agit ? Il s'agit en fait d'un paradigme dans lequel on demande à des personnes qui ont plus de 35 ans de citer spontanément les 5 événements les plus marquants de leur vie ou bien 20 événements qui leur viennent spontanément à la mémoire. Et on trace ensuite le graphique de ces événements en fonction de l'âge que ces personnes avaient au moment où elles ont vécu ces événements. Et un phénomène qui est robuste, que l'on trouve dans toutes les cultures, c'est ce phénomène de pic de réminiscence, qui est que, assez spontanément, les personnes vont avoir un accès facilité à des événements qui ont été datés dans la période de 10 à 30 ans. On a effectivement on a des événements qui reviennent facilement à la mémoire, c'est ceux qui sont les plus proches de ce qu'on a vécu. Ça, c'est l'effet de récence qui est bien connu en mémoire. D'autres qu'on oublie, c'est la période plus d'amnésie infantile, qui sont classiques. Voilà, la maturité cérébrale ne permet pas de retenir ces événements aussi facilement. Mais donc, il y a ce phénomène assez curieux d'un pic d'événements qui semblent marquants et plus facilement accessibles en mémoire. Et quand on va analyser à quoi correspondent les événements qui sont cités dans ce pic de réminiscence, eh bien on trouve justement des événements marquants pour notre constitution personnelle, pour notre biographie personnelle, des événements qu'on pourrait considérer comme des sortes de piliers de notre identité. C'est notamment un mariage, la naissance d'un enfant, les débuts de notre vie professionnelle, d'autres événements qui sont à la fois marquants personnellement, mais aussi liés à des scripts culturels, c'est-à-dire des événements qui socialement font consensus en tant qu'événements marquants. Et donc, ça c'est un phénomène qui est décrit dans la population générale, et dont on peut étudier l'impact face à des événements publics qui vont marquer l'histoire d'un pays et marquer l'histoire de générations d'individus. Donc, je vais articuler mon propos sur trois chapitres. Le premier qui va s'intéresser à l'impact d'événements politiques sur l'identité personnelle, au travers notamment de l'étude du pic de réminiscence. Il y a quelques études qui sont intéressées. Alors malheureusement, on n'a pas de documents de recherche sur la guerre d'Algérie proprement dite. Il y a d'autres travaux sur des événements qui sont passés de façon quasi contemporaine. C'est la guerre d'indépendance du Bangladesh.
Donc toute une génération marquée par cette guerre et marquée, je dirais, différemment selon l'âge de ces personnes. Quand on voit, par exemple, des personnes qui ont vécu cette période au moment de l'âge 20-30 ans, donc qui ont traversé cette guerre d'indépendance au moment où ils avaient 20 ou 30 ans, on retrouve, lorsqu'on analyse leur pic de réminiscence, eh bien exactement la même courbe que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce bond de souvenirs facilement accessible dans cette période d'attrait entre 20 et 30 ans. Et puis, lorsqu'on s'intéresse à des sujets qui ont vécu cet événement beaucoup plus tard, plutôt vers l'âge de 40-50 ans, eh bien, on voit qu'on a cet effet du pic de réminiscence daté dans la même période, mais qu'il y a un deuxième pic qui est directement lié à cet événement social qui traverse donc toute une génération. Donc on voit là ici l'impact sur la mémoire, mais aussi sur les éléments qui sont fondateurs de notre identité, d'événements qui ne sont plus des événements uniquement personnels, mais qui sont partagés par un grand nombre de personnes. Il y a d'autres travaux qui ont été réalisés sur des populations aussi qui ont dû quitter leur pays d'origine et qui montrent aussi cet effet du pic décalé lié à ces événements politiques. L'autre élément que j'aimerais aborder maintenant, c'est quels sont les travaux sur la mémoire autobiographique d'événements qui sont intéressés à des traumatismes complexes comme des traumatismes de guerre. Et quel est l'impact aujourd'hui, quel est l'impact sur la mémoire de ces événements. Alors ce que l'on sait, c'est que l'état de stress post-traumatique, qui est un peu le paradigme justement de ces altérations de la mémoire liées à des événements traumatiques, sont associés à des modifications sur les souvenirs de l'événement traumatique, qui est bien souvent un événement très vivace, très saillant, facilement accessible à la mémoire, et en contrepartie de performances en mémoire plutôt altérées pour d'autres événements qui ne sont pas liés directement au traumatisme. Comment on explique ça? Très rapidement, en gros, la recherche en mémoire implique des mécanismes stratégiques pour accéder à des informations bien précises. Et il y a comme une sorte de mécanisme d'autoprotection de nature plus émotionnelle qui évite l'accès à des souvenirs très précis pour éviter justement la résurgence d'événements intrusifs de nature traumatique. Donc c'est pour ça que cette mémoire pour les autres événements non traumatiques est plutôt altérée. La limite de ces études, c'est que la plupart se sont intéressés à des populations bien spécifiques. Comme la plupart de ces études sont des études américaines, elles sont intéressées aux traumas de guerre des vétérans du Vietnam. Mais beaucoup de ces études aussi s'intéressent à des traumatismes très focalisés, les événements du 11 septembre, cette prise d'otage dans un avion il y a quelques années. Et donc plutôt des études qui portent sur une population assez ciblée, qui a en général 30-40 ans au moment où on l'évalue, et pour des traumas qui sont relativement récents, c'est-à-dire qui datent de moins de 10 ans. La plupart des études se sont portées là-dessus. Et donc la question qu'on s'est posée dans un travail auquel j'ai participé et que je vais vous présenter, c'est quel est l'impact de la mémoire du traumatisme chez des personnes beaucoup plus âgées, c'est-à-dire lorsqu'on les suit 30-40 ans après le traumatisme, et pour des traumatismes qui ont pu se passer relativement tôt. Quelques données de la littérature montrent qu'il y a un impact de l'état de stress post-traumatique sur la mémoire autobiographique, mais que cet impact-là ne serait plus observé chez des personnes plus âgées pour des traumatismes très anciens. C'était des études faites sur des prisonniers de guerre. Donc, mais ce qu'on ne sait pas, c'est quel est l'impact de ces traumatismes à long terme lorsque ces traumatismes ont touché des personnes qui étaient très jeunes au moment des événements, notamment des enfants âgés entre 5 et 10 ans. Et quelle est, autre question, l'impact sur la mémoire chez les descendants de ces personnes, c'est-à-dire non pas lorsque eux sont devenus adultes, mais chez leurs enfants. Et là, on a quelques études vraiment embryonnaires qui portent sur de la mémoire, mais pas du tout la mémoire autobiographique. Donc on avait assez peu d'études. Donc l'étude à laquelle j'ai participé, c'est une étude à laquelle j'ai participé lorsque j'étais en postdoc en Allemagne, à Hambourg, et qui a porté sur un événement traumatique de l'histoire de l'Allemagne, événement également, on pourrait dire, un peu tabou, puisqu'il n'a pas été intégré dans la mémoire collective, ou très difficilement, il commence à l'être depuis quelques années seulement. Ce sont l'expulsion des Allemands dans les territoires qui étaient en périphérie de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, et qui a donné lieu à un exode ou une expulsion de millions de personnes, dont beaucoup de personnes sont décédées, et un afflux en masse de réfugiés donc germanophones dans les territoires allemands qui représentaient quasi 20% de la population allemande de l'époque. Donc c'est un événement de très grande envergure
qui était très peu évoqué dans la mémoire allemande parce que l'identité allemande à cette époque est l'identité du coupable de guerre, de l'auteur de la Shoah, etc., et ne pouvant donc intégrer cet élément dans une histoire personnelle. Donc le protocole a consisté à évaluer des personnes qui avaient vécu cette expulsion au cours de l'enfance, certaines qui avaient été exposées et qui ont développé un état de stress post-traumatique et qui gardaient cet état à l'âge adulte, donc vers 60-70 ans, des personnes exposées mais n'ayant pas développé un état de stress post-traumatique et des personnes non exposées. Je dirais, avant le protocole qui vient d'être présenté sur mémoire individuelle, mémoire collective par Francis Eustace et Denis Péchanski, je dirais c'est une des études dont la méthodologie est peut-être une des plus rigoureuses qui existent aujourd'hui, mais elle va être dépassée très vite par le projet qu'on a vu. Donc l'étude consistait à examiner la mémoire de ces personnes à l'âge adulte alors qu'elles avaient vécu ce traumatisme dans l'enfance, avec, comme vous voyez ici, donc des personnes traumatisées avec état post-traumatique, sans état de stress post-traumatique, et certains de leurs enfants qui étaient âgés en moyenne de 40 ans, puisque bien sûr c'était un décalage de génération. Je vous détaille un tout petit peu le protocole pour que vous compreniez aussi comment on évalue cette mémoire et quelles peuvent être aussi les limites de ces approches, puisqu'elles sont, comme elles sont scientifiques, très contraintes d'un point de vue méthodologique. Donc il y avait une évaluation clinique qui était réalisée de la dépression, de l'état de stress post-traumatique, et puis la tâche consistait à présenter des mots indices, par exemple hospitalité, réussite, humour, des mots indices négatifs et des mots indices relatifs au trauma. Le but de cette étude était de demander aux personnes de citer un événement qui leur vient spontanément à l'esprit en lien ou en réponse à ce mot indice, par exemple réussite, humiliation, etc. Et l'idée était de voir la capacité des personnes à retrouver des événements spécifiques, donc des événements précis, détaillés, qui sont passés à un moment donné entre les deux groupes. Les mots qui étaient utilisés ici dans les mots relatifs au trauma étaient en fait des mots à double sens en allemand, donc je ne vous ai pas mis les termes allemands, mais des mots qui peuvent à la fois évoquer des souvenirs tout à fait anodins, dans leur sens plus usuel, et des mots qui, pour des personnes qui ont été confrontées à ce traumatisme, sont directement associés au traumatisme. Notamment le camp, par exemple, on peut penser à un camp de vacances, et pour des personnes qui ont vécu le traumatisme, c'était plutôt les camps où ils étaient hébergés au moment où ils sont arrivés en Allemagne. Ce qu'ont montré ces résultats, c'est qu'on observe chez les sujets non traumatisés, donc non exposés et non traumatisés, une préférence, un accès plus facilité pour les souvenirs positifs, donc en regard d'indice positif, et une mémoire un peu moins performante pour des événements négatifs. C'est un biais émotionnel classique qu'on voit dans la mémoire. Ce biais n'est pas retrouvé en réalité dans les populations traumatisées, dont on voit que les performances sont meilleures ici, et on n'observe pas, par contre, d'effet du traumatisme sur la mémoire, c'est-à-dire que, semble-t-il, avec ce paradigme-là, on ne met pas en évidence d'impact plus durable chez les personnes âgées de ces événements traumatiques bien longtemps après. Et c'est ce résultat-là qui importe aussi, c'est que quand on compare les personnes avec état de stress post-traumatique et sans état de stress post-traumatique, l'impact sur la mémoire, même pour des événements liés au traumatisme, ne s'observe plus. Je passe rapidement sur les résultats sur les enfants de ces traumatisés de façon très rapide. On ne montre pas d'impact sur la mémoire, c'est-à-dire que le fonctionnement de la mémoire autobiographique est identique dans les deux groupes. La limite de ces études, bien sûr, c'est qu'on ne s'intéresse là qu'à des événements liés à une tâche bien normée. On ne s'intéresse pas à la mémoire telle qu'elle peut être partagée entre les parents et les enfants sur l'événement traumatique, qui est une toute autre question qui mériterait aussi d'être abordé. Dernier point, ce sera le dernier élément de ma présentation. Une autre façon de s'interroger sur les liens entre mémoire autobiographique et identité personnelle, c'est s'intéresser aux théories justement du traumatisme et comment ces événements peuvent ou non participer à la construction d'une identité personnelle. Les théories plus anciennes du traumatisme présentaient un événement traumatique comme un événement désintégrant à la fois la mémoire et l'identité, c'est-à-dire faisant tellement effraction dans la mémoire qu'elle ne parvient pas à s'insérer dans un réseau sémantique, dans un réseau de mémoire. Et
à cet effet bouleversant de l'identité, puisque les croyances sur le monde, les croyances sur soi sont totalement mises à mal par cet événement qui surgit et qui est contraire à toutes les anticipations, toutes les attentes qu'on aurait pu avoir. C'est une théorisation des liens entre mémoire et identité personnelle qui a été prédominante pendant longtemps, et les recherches plus récentes questionnent un peu cet impact déstabilisant de ces événements traumatiques dans l'identité, en s'interrogeant sur le rôle structurant au contraire de ces événements, et comment ces événements peuvent s'intégrer petit à petit, notamment grâce à un processus d'interprétation, de mise en sens, de mise en récit, s'intégrer au sein de l'identité et constituer des sortes de piliers fondateurs de l'identité. Ce qu'on peut retrouver avec l'élément du pic de réminiscence, finalement, c'est comment, en prenant de la distance par rapport à ces événements, en tentant de leur attribuer un sens, en se questionnant aussi sur le processus de croissance post-traumatique qui a pu, dans certains cas, être mobilisé, comment cet événement peut être intégré dans une vision plus cohérente et intégrée de l'identité. Et plusieurs études tendent à montrer justement cet effet de surintégration de l'élément traumatique dans la mémoire. Je tiens à préciser qu'il faut être extrêmement prudent lorsqu'on lit ces résultats, puisque les événements traumatiques qui sont évalués dans ces études portent rarement sur des événements de traumatisme de guerre. C'est des études qui concernent généralement des étudiants chez qui on va rechercher les événements qui ont pu être traumatiques, que l'on qualifie a posteriori d'événements traumatiques, mais qui peuvent être parfois des disputes, des décès qui ont été marquants, et qui peuvent être effectivement un bon support pour un travail d'intégration et de mise en sens. Pour des événements beaucoup plus complexes comme les traumatismes de guerre et des événements comme ça, il est évident qu'on est bien souvent plus dans un système qui ressemble à celui-ci, un trauma qui fait vraiment effraction dans l'identité et dans la mémoire. Et je reprendrai pour exemple l'exemple que le Dr Taleb m'a cité ce matin de quelqu'un qui a vécu justement la guerre d'Algérie, qui n'a jamais parlé de ces événements et qui, à l'occasion d'un événement somatique anodin, se voit submergé par une très forte angoisse qui n'est pas du tout liée à l'événement somatique qu'il connaît, mais à la résurgence de cette enclave de mémoire qui avait été bien mise sous silence, non intégrée justement au reste de l'histoire, et qui rejaillit comme à l'état pur au niveau de la mémoire. Je vous partage ces éléments-là puisqu'il me semble que ces résultats qui concernent la mémoire individuelle, donc à la fois l'effraction dans la mémoire et sa possibilité d'intégration, eh bien, ne sont pas très éloignés de ce que l'on peut voir au niveau du traumatisme de la mémoire collective, puisque vous évoquiez, M. Péchanski, tout à l'heure, ces événements qui sont, comme les bombardements à Caen, qui peuvent être des événements donc extrêmement dramatiques, qui ne peuvent pas être intégrés à un moment dans une histoire, parce que justement ils font effraction et bouleversent un peu les repères, et comment, a posteriori, ce travail de mise en sens peut potentiellement réussir à les réintégrer dans une histoire et dans un discours narratif. Et donc ce travail de mise en sens, de réintégration dans une histoire est aussi un élément qui est essentiel dans la prise en charge et dans la thérapie des personnes confrontées à ces traumatismes. Donc pour conclure, quelques éléments que j'ai essayé d'exposer sur l'impact de ces événements traumatiques, sociaux sur les individus, a priori les conséquences sur la mémoire en termes telle qu'elle peut être évaluée en laboratoire, qui ne semble pas persister lorsque le traumatisme est évalué très longtemps après, mais encore une fois, uniquement cette mémoire évaluée par les tests de laboratoire. L'impact aussi sur les éléments identitaires mis en évidence par ces travaux sur le pic de réminiscence, et ces deux théories complémentaires qui me semblent importantes aussi pour comprendre à la fois la mémoire individuelle et la mémoire collective. Et je voulais remercier les collaborateurs de ce travail qui a été réalisé à Hambourg, avec une collaboration avec Birgit Klein en Suisse, qui est également une spécialiste de ces questions. Je vous remercie pour votre attention.